Cameroun, 2 individus sont recherchés par la justice. Ils seraient les auteurs de la fusillade qui a coûté la vie à un policier en patrouille. C'était la semaine écoulée dans le nord-ouest du pays. La vie du prix Nobel de la paix 2018 est en danger. Le docteur Denis Mukwege affirme faire l'objet de menaces. Il a récemment appelé à punir les auteurs des violences au Congo. Et puis, au Mali, la junte au pouvoir a tenu ce week-end une concertation avec les partis politiques et la société civile. Le but visé est de trouver des solutions à une transition après le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. La justice camerounaise est aux trousses de 2 individus à Bamenda. Ils seraient les auteurs de la fusillade qui a coûté la vie à un policier en patrouille. C'était mardi dernier dans la capitale du nord-ouest du pays en proie à des affrontements entre gouvernement et sécessionnistes. Les sécessionnistes anglophones seraient auteurs de la mort d'un policier à Bamenda au Cameroun. C'est du moins ce que déclare René Sadi, ministre camerounais de la communication. Le policier aurait trouvé la mort mardi dernier suite à la fusillade d'une patrouille de la police du commissariat central de Bamenda. Les présumés auteurs de cette fusillade sont 2 individus issus des bandes armées terroristes sécessionnistes, a expliqué le ministre de la Communication sur la radio d'État. Ils sont dès lors activement recherchés par les autorités camerounaises. La ville de Bamenda, capitale du nord-ouest du Cameroun, est en effet l'une des 2 régions à majorité anglophone pour lesquelles des rebelles réclament l'indépendance depuis 2017. Une revendication devenue source de conflits entre les rebelles et le gouvernement. Des organisations non gouvernementales ont dénombré déjà plus de 3000 morts et 700 000 déplacés depuis le début de ce conflit. Sur place à Bamenda, des témoins disent avoir entendu des armes tonner depuis mardi dernier jusqu'au vendredi. Des commerçants avaient dû abandonner leur commerce pour se mettre à l'abri, selon ces témoignages. Au Nigeria, 22 personnes, dont 19 miliciens, ont été tués dans 2 attaques menées, c'était en début de week-end dernier, par des hommes armés dans le centre du pays. Une information confirmée par les autorités locales. Selon des experts en sécurité, les groupes djihadistes pourraient avoir infiltré des bandes de voleurs de bétail du centre et du nord-ouest du pays. Les détails. Des bandes armées de voleurs de bétail sévissent dans le centre et le nord-ouest du Nigeria, pillant les villages et pratiquant des enlèvements de masse contre rançon. Les criminels ont tué 22 personnes dans des attaques à Dougou et Kagara, 2 villes situées dans l'état du Niger, ce mercredi, a déclaré Karibou Mohamed Maïkoundi, le responsable local de la sécurité. Au cours de la première attaque à Dougou, dans le district de Rijo, plusieurs dizaines d'assaillants à moto ont lancé une attaque et tenté d'enlever des habitants pour exiger une rançon, mais les miliciens locaux sont intervenus et une fusillade a éclaté selon Maïkoundi. Il y a eu une fusillade au cours de laquelle 18 miliciens ont été tués par les criminels, a-t-il précisé. Le même jour, une autre attaque a eu lieu à Kagara, dans le district voisin de Rafi. Des hommes ont tenté de braquer une banque mais n'ont pas réussi à ouvrir le coffre. Assaillants et policiers se sont affrontés dans une bataille féroce. 4 personnes ont été tuées selon Maïkoundi. Le responsable de la police de l'État du Niger, Adamou Ousmane, a confirmé le bilan lors d'une visite à Kagara ce jeudi, précisant qu'un policier et un milicien faisaient partie des tués. Selon des experts en sécurité, des groupes djihadistes pourraient avoir infiltré les bandes de voleurs de bétail du centre et du nord-ouest du Nigeria. En août, le groupe Boko Haram, qui mène une insurrection islamiste sanglante depuis 2009 dans le nord-est du Nigeria, a diffusé une vidéo de propagande montrant des criminels de l'État du Niger lui prêtant allégeance. Et on reste toujours au Nigeria où après des mois de fermeture, l'aéroport de Lagos a enfin rouvert ses portes. Le premier vol commercial à atterri est un vol en provenance du Liban. Les passagers ont été accueillis par de nouvelles mesures sanitaires. Nous voyageons beaucoup normalement, au moins 6 fois par an. On part en vacances, on va dans plusieurs pays. Nous n'habitons pas dans notre pays, nous sommes scolarisés ici au Nigeria. Donc nous avions vraiment hâte que l'aéroport rouvre. Et nous étions tellement heureux quand on a appris la nouvelle. J'ai attendu et attendu.
Et chaque semaine, il disait peut-être la semaine prochaine. Les vols que vous connaissez toujours changent. Ça coûte très cher de changer de réservation. Et tout cela, bien sûr, ajoute du stress. I'm extremely joyous because after the whole pandemic, we never knew it was going to. Je suis très heureuse. Après cette pandémie, nous ne savions pas que ça allait être si long. C'était comme si nous avions perdu tout espoir. À ce stade, il ne se passait plus rien. Mais après beaucoup d'échéances sans cesse repoussées, nous y sommes enfin. Postpone. We are finally here today. Nous faisons tous les efforts possibles pour que les passagers se sentent en sécurité lorsqu'ils viennent à l'aéroport. Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, affirme faire l'objet de menaces, tout comme sa famille. Amnesty International a demandé aux autorités de réagir afin d'assurer sa protection. Précision. L'ONG de défense des droits de l'homme Amnesty International a demandé vendredi à Kinshasa et aux Nations Unies des mesures urgentes et concrètes pour protéger le prix Nobel de la paix congolais Denis Mukwege qui affirme être la cible de menaces contre lui et sa famille. Nous sommes alarmés 2 semaines après que le président Félix Tshisekedi a promis de protéger le docteur Denis Mukwege. Son gouvernement et les autorités onusiennes n'ont toujours pas pris de mesures concrètes, déplore Sarah Jackson, directrice régionale adjointe d'Amnesty pour l'Afrique de l'Est et les Grands Lacs, citée dans un communiqué. De même, les autorités n'ont pas commencé les enquêtes sur les menaces promises par le président Tshisekedi, a-t-elle ajouté. Le docteur Mukwege a fait état de menaces fin juillet, quelques jours après avoir dénoncé le nouveau massacre de civils dans sa province du sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le célèbre gynécologue surnommé l'homme qui répare les femmes est co-lauréat du prix Nobel de la paix 2018 pour les soins qu'il apporte dans sa clinique de Ponzi, près de Bukavu, à des milliers de femmes victimes de violences sexuelles. Il dénonce sans relâche l'impunité des auteurs de tueries et de violences sexuelles dans l'est de la RDC, déstabilisée par des conflits depuis 25 ans. Amnesty demande également la protection de l'hôpital de Ponzi et des patientes qui y reçoivent des soins. Au Tchad, un ancien membre du gouvernement est sous les verrous. Il n'est plus libre de ses mouvements depuis le début du week-end. L'ancien ministre tchadien du pétrole et de l'énergie est poursuivi pour corruption et détournement de fonds publics dans un dossier qui remonte à 2013-2014. Voici les précisions. L'ancien ministre tchadien du pétrole et de l'énergie séjourne depuis ce vendredi en prison. Jerassem Lebemadiel est accusé de corruption et de détournement de fonds publics. Un de ses avocats confirme sa mise sous mandat de dépôt sans toutefois donner plus de précisions, mais dénonce une arrestation arbitraire et un acharnement politique. Selon les explications de Djimet Arabi, ministre tchadien de la Justice, Jerassem Lebemadiel n'a pas encore été entendu. La procédure n'est donc qu'à la phase d'inculpation pour le moment. L'inspection générale de l'État, qui a saisi la justice contre l'ancien ministre du pétrole, lui reproche des irrégularités dans la passation de conventions et des facturations au profit de 2 cabinets d'audit entre 2013 et 2014 pendant qu'il était en fonction. Pour son avocat, Jerassem Lebemadiel a été arrêté en violation de toute règle, vu qu'il était ministre au moment des faits qui lui sont reprochés et qu'il était donc couvert par une immunité. Il est à noter que l'IGE, qui a introduit la plainte, est directement placé sous la responsabilité du chef de l'État Idriss Déby Itno, président du Tchad depuis près de 30 ans. Au Mali, la consultation sur la transition organisée par la junte au pouvoir avec les partis politiques et la société civile s'est tenue ce week-end à Bamako, la capitale. Ces assises sont censées ramener les civils à la tête du pays, également confrontés à une crise sécuritaire. À l'ouverture de cette rencontre, le numéro 2 du Comité national pour le salut du peuple a indiqué qu'il faut aller très vite. La rencontre se tient au Centre international de conférences de Bamako sous la présidence du colonel Assimi Goïta, mais sans sa présence effective aux travaux. Les assises de ce week-end constituent la première phase d'un processus de dialogue qui devrait permettre d'aboutir à des recommandations pour l'avenir du Mali. À l'ouverture des travaux, le numéro 2 du Comité national pour le salut du peuple a rappelé la nécessité d'aller vite.
Comme vous le savez, le temps presse. Il faut aller vite. Vite, mais sûrement. C'est dans cette démarche que le Comité national pour le salut du peuple a pris l'initiative d'organiser cet atelier de validation des thèmes de référence. Permettez-moi de vous assurer que cette étape de validation des thèmes de référence constitue la première phase de pose des jalons sur le devenir de notre nation. Il s'agit, à travers cet atelier, de valider par les participants les thèmes de référence élaborés en vue d'assurer une compréhension commune des attentes de ce rendez-vous historique. L'agenda du Comité national pour le salut du peuple est donc clair et précis. Il s'agit de contribuer à la reconstruction de notre pays à travers la garantie de la poursuite du processus démocratique. Le groupe de colonels qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta a promis de rendre les commandes aux civils à l'issue d'une transition. Mais la forme et la durée de cette transition restent à déterminer. Il faut mettre en place un organe de transition qui va être un organe législatif. Et nous avons souhaité que la transition dure minimum 2 ans. Pour nous, il faut aller jusqu'à 3 ans. Il faut éviter la précipitation. Il faut prendre le temps de recréer le Mali. Il faut prendre le temps de revisiter toutes nos institutions et d'aller à un Mali nouveau. Après cette plénière, plus de 1000 participants doivent ensuite se retrouver en 5 groupes restreints. Ces rencontres qui se déroulent à Bamako se tiennent également dans les capitales régionales du pays, sous la houlette des gouverneurs de région. La concertation nationale se poursuivra du 10 au 12 septembre prochain à Bamako, avec la participation des délégués régionaux et ceux de la diaspora. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.